C'est un très grand plaisir pour moi de pouvoir parler aujourd'hui avec Véronica Mabardi, l'écrivaine belge de langue française. Et on se voit aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son roman Les Serres en version polonaise chez les éditions Lokator. Et ce roman paraît en polonais sous un titre Pewnego dnia zbiorę wszystkie słowa i wejdę do lasu. Véronica Mabardi est née à Louvain d'un père demi-égyptien et d'une mère flamande. Et aujourd'hui, elle vit à Bruxelles. Elle est auteure des pièces de théâtre, des recueils de poèmes et des romans. Elle se consacre aussi à la création radiophonique, mais également elle écrit beaucoup pour le théâtre. Elle collabore avec artistes et collectifs de domaines différents. Elle anime régulièrement des ateliers d'écriture. Sa pièce Loin de Linden, dans laquelle elle raconte les vies de ses deux grandes mères, a reçu le prix triennal de la littérature dramatique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le prix Georges Waxeler de l'Académie des lettres de Belgique. Son roman Les Serres, dont on va parler aujourd'hui, a reçu le prix triennal de littérature de la ville de Tournai. Véronica Mabardi récemment a publié un livre où elle raconte l'incroyable existence de son frère adoptif de Corée, Shindo. Ça s'appelle Sauvage et celui qui se sauve. Véronica, dans Les Serres, Pewnego dnia zbiorę wszystkie słowa i wejdę do lasu, on lit l'histoire d'une petite fille de 7 ans qui s'appelle Blanche et qui, à la mort de sa mère et des événements qui suivent, arrête de parler. Et alors son père décide de l'envoyer chez une femme, ancienne institutrice, Annie, qui habite à la campagne, elle, près d'une forêt. Et c'est une histoire tissée de strates vraiment différentes. Il y est question des mots, de la parole, des relations des humains et des non-humains, aussi du rôle que la nature sauvage peut jouer dans la vie de l'être humain. Ma première question porte sur le choix des espaces où se passe l'action du roman. Ça semble crucial. Est-ce que tu pourrais dévoiler un peu pourquoi la forêt est tellement importante? Et il y a aussi quelques scènes qui se passent à l'église qui sont très fortes. Le fait que tu mettes la forêt et l'église en parallèle, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que il y a quelque chose du silence des églises et du silence de la forêt qui résonne. Mais c'est comme si, pour moi, dans les églises, le silence est maintenant figé et on n'entend plus vraiment. Alors que dans la forêt, ça circule. Et ce qui me frappait quand j'écrivais, je savais qu'il y aurait des cerfs dans cette histoire. Et je voyais dans les églises où j'allais des représentations de cerfs. Et donc, pour moi, il y a des connexions entre l'espace de la forêt et l'espace de l'église, qui sont comme des pôles. Et puis, il y a ces petits espaces autour, la petite maison qui est au bord de la forêt, le petit potager qui est dans la ville, pas loin de l'église, la menuiserie, où aussi ça a un rapport avec la forêt, puisque c'est des espaces comme des sas ou des seuils entre des espaces peut-être plus sacrés ou plus imaginaires, où c'est plutôt des lieux, des récits, des histoires, de ce qui nous traverse, et puis des espaces très concrets, de là où on fait pousser les légumes, de là où on vit. Et je crois qu'il y a les espaces et puis il y a les seuils. Il y a le seuil de l'église avec la porte qui se ferme sur Blanche entre dedans, où elle est piégée dans l'église par rapport au dehors. Et puis il y a le seuil de la forêt où vraiment elle fait elle invente un rituel pour entrer dans la forêt. Donc il y a à la fois ces espaces et puis il y a le seuil de la maison de Blanche, de Annie, où Annie accueille Blanche. Et donc il y a autant les espaces que les seuils en fait. Très intéressant. Ces espaces, mais aussi le temps, la chronologie qui est brouillée. Il y a des moments où c'est vraiment brouillé, il y a comme des images du passé, surtout de la vie de Blanche et de Yann. Donc tu voulais suivre quelle logique, ou tu voulais que le lecteur suive quelle logique en fait, puisque c'est brouillé.
il faut vraiment se retrouver avec tous ces fragments. Et c'est vraiment c'est la logique des personnages qui fait que peut-être c'est une logique d'oralité. De si je raconte une histoire, je vais dire voilà de quoi je parle, puisque le livre commence, il dit directement de quoi il s'agit. Blanche ne parle pas. Bon, mais pour que. Ah, il y a un moment, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé avant qu'elle ne parle pas. Et puis, on parle du père, et donc il faut parler du père. Et il y a quelque chose comme de la manière de raconter une histoire à quelqu'un où on dit il se passe ça, mais pour ça, il faut que tu saches qu'il y a eu ça. Et ça avance comme une spirale où il y a le temps qui se déroule entre le moment où, vraiment concret, Blanche arrive dans la petite maison d'Annie et le moment où Blanche, je crois qu'on ne dévoile rien, quitte la petite maison d'Annie. Et puis ça fait des spirales entre les, entre les, entre les moments, les différents moments, les différentes périodes, comme s'il y avait des ellipses de temps pendant lesquelles on raconte ce qui s'est passé avant. Donc passons au personnage. Oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est la puissance ou la force. La puissance d'une femme, donc la puissance féminine, mais aussi masculine. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que tu le vois dans ces personnages qui sont les hommes? J'ai pas pensé du tout en écrivant ça parce que j'étais vraiment focalisée sur la petite. Et donc, c'est une vraie question et elle est importante aujourd'hui. Je me rends compte que je peux pas dire non plus la première chose qui me passe par la tête, parce que c'est vraiment une question cruciale aujourd'hui, celle de se dire c'est quoi un homme puissant? Et je pense que si j'y repense et que j'analyse un peu, je me rends compte que les hommes, que ce soit le père, le frère, Yann, en fait, c'est des hommes qui osent dire je ne sais pas. Et donc, ils osent dire leur vulnérabilité. Après, le père le fait de manière très chaotique, mais c'est une autre génération aussi que Yann, par exemple, que le frère. En fait, l'acte que le frère pose, c'est faire un dessin, c'est un acte artistique. Et puis Yann, en fait, le moment où pour lui ça se passe dans le livre, c'est à la fin, tout à coup il accepte d'être vulnérable. Et en fait on associe assez peu la vulnérabilité à la puissance, mais je pense que dans ces trois personnages-là, c'est ça qui se passe en fait. C'est tout à coup trois hommes d'âge différents qui disent je sais pas quoi faire en fait, je suis démuni, je suis impuissant, et en fait ils ne s'effondrent pas et ils ne disparaissent pas parce qu'ils disent je suis démuni, je suis impuissant, je suis vulnérable, je suis triste, je suis perdu. Et c'est pas ce qu'on attend d'un héros de livre, mais peut-être c'est ce qu'on peut attendre d'un homme, enfin, que peut-être il faudrait que il faut réinventer l'homme, j'ai l'impression. La puissance des femmes. Et par exemple, Blanche, pour toi, tu vois plus l'enfant ou la femme à venir? Pour moi, Blanche, au départ, c'est une enfant. Et comme je suis une femme, ce que je connais de l'enfant, c'est dans un corps de petite fille. Donc c'est plus facile pour moi d'entrer dans une petite fille que dans un petit garçon. Et puis ça a été tout de suite Blanche. Donc ça, elle, c'est l'enfant, et sa puissance à elle, c'est dire non. Et son non, c'est se taire. Et je pense que c'est un acte très puissant de se taire, en fait. On dit beaucoup là que la puissance, c'est de crier, parler, mais tout à coup, se taire, ça peut avoir un vrai poids, en fait. Et un enfant qui se tait, tout à coup, les adultes se demandent ce qui se passe. Un enfant qui crie, on va peut-être le laisser crier. Un enfant qui arrête de se manifester, les adultes vont paniquer autour. Donc le fait qu'elle dise non, elle dit plusieurs fois non. Dans le roman de manière très différente, elle part, elle fait des choses en fait. Elle pose des actes qui ont du sens. Et je pense que sa puissance, c'est une puissance d'action. Et oui, voilà, je pense que ça, c'est fort. En fait. Je vois. Et hier,
à la soirée de la promotion, tu as dit comment tu es entrée dans Blanche. Tu peux dans en parler Blanche. un peu? Oui, je me suis dit, j'ai jamais eu l'impression, quand je suis comédienne de formation, et j'ai jamais eu l'impression de jouer Blanche ou de faire sortir Blanche de moi. J'ai plutôt eu l'impression de faire un voyage à l'intérieur de Blanche avec elle, avec son regard en fait. Et que c'était ça C'était ça qui était si heureux sur l'écriture de ce livre, de pouvoir vivre à l'intérieur de cette petite fille, sans avoir besoin de me poser la question si c'est moi, si c'est biographique. Enfin, tout ça, ça n'existait plus. C'était vraiment comme quand on est petit et qu'on s'imagine qu'on est dans un autre et qu'on voyage. Et puis, et puis Blanche a pris le relais et elle s'est imaginée être un renard, et puis elle s'est imaginée être... Et toi avec? Et donc Avec moi, elle? j'étais avec elle et j'observais ça, et je pense que comme adulte, on ne se donne pas ces permissions, et que les enfants, ils peuvent tout devenir en fait. C'est vraiment... Peut-être c'est aussi une puissance, ça, la puissance de devenir C'était le l'autre. renard du roman? Non. Toi? Non. Non, le renard, je l'ai vraiment rencontré. À un moment, j'avançais avec le roman. J'avais beaucoup de fragments, et c'est beaucoup comme ça que je travaille. Je me rends compte, c'est toujours comme ça. J'ai beaucoup de fragments. Pendant des années, j'accumule des fragments, et puis à un moment, quelque chose commence. Et alors le mouvement se fait, les fragments s'organisent. Et j'avançais avec l'histoire, donc je ne savais pas du tout ce qui allait se passer, en fait, dans cette histoire. Euh, et à un moment, je pense que j'étais un peu... je sais plus, j'étais en train de travailler à un moment de l'histoire, et il y a un parc près de chez moi, et je ne sais pas d'où je revenais au petit matin, vers 6 heures, et je longe le parc, et tout à coup, il y a quelqu'un qui me regarde, et c'était un renard, il était au bord du parc, il me regardait comme ça, et je suis restée souffle coupé, on s'est regardé pendant un temps, et c'est pas rare. D'autres personnes m'ont dit qu'ils avaient croisé des renards au bord de ce parc et qu'il s'est passé ça. Donc c'est pas une illumination, mais c'est cette suspension en fait, de regarder l'autre et de se dire t'es qui, qu'est-ce que tu fais là, est-ce que tu es dangereux, est-ce qu'on a quelque chose à se dire, à faire ensemble, enfin qu'est-ce qui passe. C'était une rencontre assez intéressante, et je me suis dit, comme je vivais avec tout le temps l'idée de Blanche et cette histoire, et quand est-ce que j'aurais le temps d'aller en forêt, j'habite en ville, et j'étais dans cette... je sentais que j'avais besoin de retourner dans la forêt, mais j'avais pas le temps. Et ce renard, c'est comme un petit bout de forêt qui échappait au parc et qui venait me dire regarde bien, on est là. Si tu regardes bien, oui, oui, c'est pas parce que tu es en ville qu'on n'est pas là, quoi. Et donc je me suis dit, ce cadeau, je le prends, et il rentre. Qu'est-ce qui se passerait si c'était Blanche qui l'avait vu, en fait. Et donc pendant la période où j'écrivais, tout tout entre dans le livre, en fait, parce que c'est comme si l'histoire m'habite, les personnages sont là, et donc tout ce que je vais voir, les gens que je vais rencontrer vont me parler du livre, en fait. Et tu viens de mentionner le fait que tu es comédienne de formation. Tu crois que tes expériences théâtrales, être comédienne, mais metteuse en scène aussi, mais avoir écrit pour le théâtre, et beaucoup, ça a influencé ton écriture d'essai? J'ai commencé par écrire, la première chose que j'ai écrite en conscience pour le théâtre, c'était un journal de personnages. Donc, le metteur en scène nous avait demandé d'écrire le journal du personnage qu'on jouait. Et j'ai plongé dans la consigne, et j'ai passé plus de temps à écrire le journal de mon personnage que de répéter, en fait. Ça me passionnait d'imaginer comment c'était pour elle, quelles étaient ses relations aux autres. Puis il avait demandé à tous les acteurs de faire ça. Donc les autres acteurs étaient aussi dans cette plongée-là. Et quand on se regardait, il y avait nos journaux, tout ce qu'on ne savait pas du journal de l'autre qui était dans le regard. Et peut-être ça m'a donné une porte sur l'écriture. De pouvoir me dire, j'utilise cet imaginaire-là pour... c'est de l'enfance, quoi. Jouer à être. Après, ça,
je crois que c'est autant de la part d'enfance qui reste que de la part de jeu. Mais comme comédienne, je me rends compte que ça n'est pas une méthode. Pour moi, en tout cas. Mm. Euh, Ce que j'ai appris sur cette expérience-là, c'est que ça me passionnait de l'écrire. Mais quand j'étais sur scène, j'étais que en train de me dire et qu'est-ce qu'elle ressent. Mais j'exprimais, je jouais pas. J'étais que dans ma tête, en fait. Et donc ça marchait pas très bien pour le jeu, ça marchait bien pour l'écriture. Et donc je crois que j'ai gardé quelque chose de ça, en tout cas pour les serres. Non, il y a d'autres textes où je le fais pas, mais d'oser improviser par écrit et puis de relire et de dire ok, ça c'est pas nécessaire, ça rentre pas, puis de structurer après. Mais de plonger dans l'improvisation, dire avec cette chose d'enfance, on disait que j'étais une petite fille qui parle pas. Et les fragments aussi, c'est pas linéaire, c'est pas toujours très droit. Non, c'est comme ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment exploré plus sur le livre suivant, sur Sauvage, où j'ai plus conscientisé ça grâce au cerf, que l'écriture c'est vraiment comme un chemin en fait. C'est jamais en ligne droite. On fait des détours, on s'arrête, on retourne en arrière parce qu'on veut revoir quelque chose. Et pour moi, en tout cas, la phrase fait ça euh, dans les serres. Et après, j'ai essayé de plus réfléchir à comment je pouvais travailler cette matière-là de la phrase avec ses interruptions. C'est devenu plus conscient. Mais sur les serres, c'est là que je me laissais aller à la phrase qui erre. Et comme c'est des personnages qui sont perdus tous les trois, j'ai vraiment laissé se perdre les Yann, phrases. Annie et Blanche, tu veux dire? Pour moi, ils sont tous les trois perdus, chacun à sa manière, en fait. Et Est-ce que se rencontrent finalement? je crois qu'ils se rencontrent deux par deux, mais jamais les trois. C'est un triangle, vraiment. Et Blanche, est-ce qu'elle est de ce monde? De ce monde-ci, Oui. je crois que oui. Je crois que... En fait, il y a beaucoup d'êtres comme Blanche, mais ils font pas beaucoup de bruit. Et donc, on a tendance à voir ce qui fait du bruit, ce qui va vite, mais ce qui est plutôt plus immobile et plus en contemplation, on ne le voit pas. Mais je pense qu'il y a énormément, même dans les villes, de personnes comme Blanche qui sont des personnes qui prennent le monde à l'intérieur d'elles. Et alors, je fais une saute, hein, mais bien avant les serres, euh, j'ai travaillé sur un projet de spectacle, un projet de texte, et tous les jours j'allais au théâtre. J'étais en résidence dans un théâtre à Bruxelles et j'allais à pied vers le théâtre et je rentrais à pied après avoir écrit. Et je ne savais pas ce que j'allais écrire en arrivant, c'était ça le jeu. Donc je marchais la demi-heure de ma maison au théâtre, je m'asseyais et j'écrivais. Et j'avais tout mon temps, puisque c'était mon travail. Et donc je marchais très lentement dans la ville, vraiment à mon rythme du jour. Et je me suis mise à rencontrer des gens qui marchaient à ce rythme-là. Et que je ne voyais pas quand j'allais au travail, j'avais 10 minutes pour prendre le bus. Et donc je rencontrais plus des personnes qui vivaient dans la rue, des gens qui travaillaient dans la rue, qui nettoyaient la rue, des gens qui promenaient leurs chiens. Donc tous ces gens qui ne sont pas dans le rythme des villes et le rythme de la productivité et de la rentabilité. Et il y avait des connivences entre ces lents qui traversent des espaces et qui ne sont pas très visibles pour ceux qui vont vite et qui essaient d'être efficaces. Et je pense que Blanche, elle est de ce côté-là, en fait. De ceux qui ne sont pas rentables, pas efficaces, mais pour moi qui tiennent le monde en équilibre. Parce que c'est ça qu'elle fait. Très intéressant ce que tu racontes. Et tu viens de parler du rythme. Donc je voulais te poser une question sur un projet qui est engagé depuis 2 ans maintenant, même plus. Le projet Au Grand Air, qui très souvent est réalisé dans des bois. Donc est-ce que tu pourrais nous en parler un peu, qui était à l'initiative de ce projet, quel était le concept initial, mais aussi l'évolution après, mais aussi est-ce que l'écriture des serres a influencé ta participation dans ce projet-là? On a commencé le projet en 2020, on a commencé à en parler, je pense, ça devait être
en hiver 2019-20. Et c'est vraiment... je prenais un café avec un ami metteur en scène et je disais que c'était difficile pour moi d'écrire du théâtre coupé de l'espace réel et des corps des comédiens. C'est-à-dire que j'avais écrit plusieurs pièces dans mon bureau et je ne voyais plus le sens d'écrire sur papier quelque chose qui devrait se passer dans l'espace réel entre des corps. Et donc je disais, j'aurais besoin de faire un laboratoire dans une salle pour travailler sur juste, il y avait autre chose. J'avais écrit un spectacle sur qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants. Et dans le courant de ce spectacle, on improvisait avec les actrices, on parlait beaucoup avec les actrices, on n'improvisait pas tellement. Et on disait, il faut qu'on ralentisse, il faut tout arrêter. Mais alors, qu'est-ce qu'on a bossé sur ce spectacle et très vite. Et donc je disais à Sébastien, j'aimerais bien, au lieu de dire ce qu'il faut faire ce qu'on dit. Donc prendre ces slogans, au lieu de dire il faut ralentir, il faut décélérer, il faut tout arrêter, il faut arrêter d'être dans la productivité, il faut... Et c'était quoi l'autre chose ça va me revenir, mais je lui ai dit, et si on faisait ce qu'on dit et on ne le dit plus donc, essayons dans une salle de marcher lentement, décélérer physiquement, et puis voyons ce qui se passe. Et lui, il a amené, c'est de lui que c'est venu, il a amené le rapport au vivant, le rapport à l'extérieur. On lisait beaucoup un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot, et qui a écrit un livre qui s'appelle Au grand air. Et donc, il a dit, et si on le faisait dehors, et si on cherchait le rapport au non-humain avec ça, parce que c'est aussi des choses qu'on dit, il faut se relier, il faut se connecter au non-humain. Et l'idée aussi, c'était de sortir de la notion de projet. Donc d'arrêter d'avoir un projet, de sortir de cette idée. Projet, ça dit bien en français ce que ça veut dire, c'est quelque chose qu'on jette en avant. Donc, qu'est-ce qui se passe si on est juste au présent? Et donc on dit, on fait juste ça, on ralentit. L'autre slogan qu'on voyait partout, c'est « Nous avançons ensemble ». On ne sait pas où on va, mais on y va ensemble. Et je disais, et si on travaillait sur ça, avancer ensemble, et arrêter de dire, comme les slogans politiques, là, avançons ensemble vers l'avenir. Stop, on va le faire et on va voir ce que ça donne, parce que c'est pas si facile physiquement d'avancer ensemble. Il y en a toujours qui vont plus vite, on se cogne, faisons-le. Et donc lui, il a dit, mais faisons-le dehors. Et donc on a commencé à le faire avec des acteurs. Puis au bout de, je sais pas, un ou deux labos, on s'est dit, et si on invitait des personnes à le faire avec nous? Et vous avez fait quoi? C'était quoi juste les ça, actions? marcher lentement, dehors, mais très lentement, hein, vraiment, on compte 300 mètres en 40 minutes. Donc très très lentement, sentir, se laisser être en résonance avec ce qui se passe, sentir, avancer ensemble, c'est-à-dire créer un nous. C'est quoi nous qui avançons ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas un autre nous autour, qui est le nous des arbres, le nous non humain? Est-ce qu'on est dans le paysage comme un décor, ou est-ce qu'on fait partie du paysage? Toutes ces questions-là, de ne pas les intellectualiser, mais de l'incarner, en fait. Et puis à un moment, on s'est dit, et qu'est-ce qui se passe si on invite des gens à le faire avec nous? Est-ce que ça peut les intéresser? Comment ils peuvent vivre ça? Est-ce que c'est un acte artistique ou citoyen? Voilà. On se posait toutes ces questions, et puis les gens qu'on a invités sont entrés dans la proposition. Donc on a continué à faire des labos, on a invité de plus en plus de personnes, et on a essayé en ville, une fois, et on a essayé dans des prairies, et on a essayé dans la forêt, en fait. Donc on a essayé tout ça. Mais moi, à ce moment-là, je ne pensais plus au cerf. Le cerf, en français, il est sorti en 2014, il a été réédité en 2016. J'ai écrit d'autres textes depuis, je suis passée à autre chose. J'ai écrit Peau de Louve, qui est aussi dans la forêt, et qui est plus sur la métamorphose. Et donc, il y avait ce bagage, mais j'y pense, ça fait partie de moi, en fait. Et là, j'étais avec l'équipe, et je ne pensais plus du tout à tout ça. Et il se fait que, bah voilà, parce que maintenant, tu traduis le texte, ça refait lien avec ce texte-là qui est sur la forêt, qui n'est pas le premier sur la forêt, mais qui est quand même le plus abouti. Je me dis qu'il y a une continuité, en fait.
Sauf la différence, c'est que avant la forêt c'était seul. Ici, c'est la forêt avec les autres. Et ça change beaucoup en fait. C'est pas la même chose l'aventure de Blanche toute seule dans la forêt ou de Muriel dans Peau de l'Auve, qui est aussi seule dans la forêt et qui font leur quelque chose d'initiatique avec la forêt, avec le non-humain. Et on ne sait pas, c'est peut-être un rêve tout ça, et c'est dans leur imaginaire aussi, c'est beaucoup d'images. Mais quand on est avec d'autres dans la forêt, le silence est déjà pas le même. C'est un vrai travail de trouver un silence à plusieurs. C'est un vrai travail d'être ensemble et de ne pas perdre la connexion avec le reste. Tout seul dans la forêt, c'est assez facile d'être proche de ce qu'on ressent. Mais à plusieurs, là, il y a un vrai travail qui commence en fait. Qu'est-ce que c'est nous, qu'est-ce que c'est le rythme de chacun, soi et le groupe, c'est du boulot. Et il y a des réactions surprenantes parfois, n'est-ce pas? Tu m'as montré Oui, des il y a des... captations et des Mais photos. c'est-à-dire que comme le but c'est de sortir du langage verbal, de sortir en tout cas des mots, et d'essayer de voir comment on peut... par exemple, un groupe qui va démarrer, on va dire le groupe va démarrer, marcher un temps et puis s'arrêter. Et décider par où il va. Et il y a ce flottement où quand on est tout seul, on respire un coup et puis on démarre. Mais si on est 10 ou 20 ou 25 et qu'il faut démarrer vers quelque part et qu'on ne peut pas parler et qu'il n'y a pas de chef, alors on s'observe en fait. On s'observe, on écoute, on regarde autour, par où est-ce qu'on va aller, par où est-ce qu'on peut aller. Il y a une sorte de flottement qui est super inconfortable. Et comme on ne peut pas parler pour couvrir cette inquiétude, et qu'en plus il faut aller lentement, et qu'on ne peut pas prendre le pouvoir, c'est tout un... Alors de l'extérieur on voit les gens marcher lentement, mais je pense qu'à l'intérieur il y a tout un truc au départ. Des tensions aussi? Peut-être, je ne sais pas, pour chacun c'est différent je pense. Pour moi c'est vraiment un travail sur ne pas tout refermer et prendre sa place dans le groupe. Prendre sa place en fait, ni dire ok les gars on va par là, ni dire ok je laisse le groupe décider, je les suivrai, un peu lâche comme ça, un peu on verra bien, mais tout ça c'est politique, parce que ces positionnements de dire ok je laisse le groupe décider, je suivrai, ça me fait peur rien de te le dire en fait. Mais l'idée je sais quoi faire, on va aller tous par là, ça fait peur aussi. Et donc c'est ça qui se travaille. Et je pense que c'est très fort dans un bois ou une prairie parce qu'il n'y a pas de sentier prédéfini. On l'a fait sur des chemins, c'est très différent s'il y a des chemins ou pas de chemin. C'est très différent s'il y a des dénivellations ou pas. Le territoire agit sur nos décisions en fait. Et ce matin, on était dans la forêt Las Wolski à Cracovie. Comment tu la trouves? Je la trouve étonnante parce qu'elle est proche de la ville, mais quand même. Et puis on a marché quoi, 3/4 d'heure, et on a retrouvé de nouveau des maisons. Mais pourtant, quand on était dans le creux, peut-être parce qu'il y a les dénivellations, qu'il y a quand même des rochers, la ville n'était plus là. Pendant un moment, la ville s'est arrêtée. On était vraiment. On a moins parlé aussi à ce moment-là. Et puis il y a des. Voilà, il y a moyen d'avoir un peu de. Je n'ai pas de souvenir de forêt près de villes où il y a des choses à enjamber, à escalader. Oui, c'était fort. Elle est dense quand même. C'est dense pour une forêt qui est proche de la ville. Après, j'aimerais vraiment bien. Quand je pensais à la traduction, que je pensais que tu traduisais, je me disais, mais Blanche qui entre dans la forêt en Pologne, c'est quand même pas Blanche qui entre dans la forêt en Belgique. C'est pas la même forêt, quoi. Mais toi, tu connais aussi la forêt québécoise. Je connais aussi la forêt québécoise un peu. Et c'est vrai que je pensais plus à cette forêt-là. Et je pensais plus aussi, par exemple, à un orignal qu'à un cerf. Mais je vis en Belgique et je raconte des histoires pour les gens où je vis. Et donc, je trouvais qu'il fallait que ça marche en Belgique. Parce qu'il n'y a pas de raison. J'avais pas envie de placer ce possible-là loin de chez moi. Parce que c'est possible.
ici aussi, enfin, mais aussi. Mais il y a quelque chose dans... Il y a quelque chose de plus mythique peut-être dans les forêts de Pologne, dans l'imaginaire que j'ai des Oui. forêts de Pologne. Véronica, je te remercie beaucoup. C'était fascinant. Je pense Merci. qu'on va continuer Oui, oui, encore oui. la discussion. Mais est-ce que je peux te renvoyer une question? Oui. Est-ce que quand tu as traduit les images de la forêt, est-ce que tu avais des images par rapport à des forêts ici? Je ne sais pas si c'était la forêt d'ici, mais c'était très sombre, Mm. très dense, très intense. Des arbres grands, mais vraiment. Peut-être c'était pour avoir ce contraste, la petite a des très grands arbres en fait, une vieille forêt plutôt. Mais je pense que je ne l'ai pas situé, c'était un peu nulle part et partout, c'était assez universel, c'était plutôt imaginé. Mm. C'était pas forcément la forêt en Pologne. Non. Et j'ai une autre petite question. Oui, C'est quand tu imaginais les personnages, oui. est-ce que tu les entendais parler dans ta tête en polonais? Tu entendais leur voix? Hmm. Très difficile. C'est une drôle de question. Écoute, je suis pas sûre. Je pense que c'était une narration. Mm. Hier, je pense que Olga a dit en te posant des questions que il y avait des moments où on peut avoir l'impression que c'est tout le temps un seul personnage en fait. Mm. Pas plusieurs personnages. Peut-être c'était ça, que c'était la voix globale qui contient tout le monde, même ta voix Mm. et la mienne, qui veut bien s'unir avec toutes ces voix, je sais pas, il faut que j'y réfléchisse Oui. encore, mais puisque c'est pas évident ma réponse immédiate, je pense que plutôt non. Mm. Parce que quand j'étais dans la forêt, ça c'était je pensais à Blanche dans cette forêt. Et comme ça fait 3 jours que je suis en Pologne, ça rentre le polonais. D'habitude, je connais bien la voix de Blanche. J'entends sa petite voix dans ma tête et je connais bien la voix d'Annie et aussi celle de Yann. Et là, je me disais, je commence, en tout cas Blanche, à entendre sa petite voix en polonais. C'est vrai, Oui. Et je me dis, ça marche. Voilà, ça m'a fait c'est plaisir. avancé. Oui. Oui. Je me dis, voilà. Je pense encore, je pense que comment dire, pour moi, ton texte en français, c'était comme la matière, donc c'était vraiment un tout était uni. Et je crois que j'étais plutôt concentrée sur comment rendre la musique et toutes les mélodies de cette grande voix. C'était ça plutôt. Ok. Merci pour tes Merci à questions. toi. Je suis prenante, Merci à toi. mais Pardon. non, au contraire, c'est enrichissant, mais c'est toujours avec toi, bon, comme écoute, ça. merci Donc, beaucoup. merci beaucoup. On vous remercie pour votre attention. Lisez le roman en français et en polonais. Merci. Merci Véronica. Merci, Claudine.